témoignage de terrain. Et Jacques m'a demandé de parler de mon expérience informatique en tant que médecin. Alors, vous allez probablement être déçus, mais j'ai arrêté l'urologie il y a 5 ans. J'avais pas d'ordinateur à la paix dans mon box de consultation. Tous mes dossiers étaient des dossiers papier. Tous les échanges de documents étaient papier. Je suis assez représentatif de la communauté médicale. La réalité, c'est que le développement et le déploiement de l'informatique dans le système de santé réel a pris énormément de retard et que la plupart des échanges sont encore non électroniques, que la plupart des stockages sont encore non électroniques. Moi, je ne risquais pas d'avoir des échanges électroniques. Je n'avais pas d'ordinateur dans mon box de consultation à la paix. De toute façon, je ne risquais pas d'être un médecin très informatisé. Les malades étaient soignés, et la conclusion qu'on peut en tirer, c'est qu'il n'était pas indispensable d'avoir des ordinateurs pour traiter un cancer du rein, je suis urologue, ou un cancer de la prostate. Alors, c'était en décalage total avec mon expérience en business to consumer de créateur et de propriétaire de Doctissimo, qui, ce segment du B2C, était très en avance par rapport au B2B. Quand j'ai vendu à Lagardère Doctissimo il y a 5 ans et demi, Doctissimo était presque arrivé à 2 millions de visiteurs par jour. Il y avait une grande maturité de l'information grand public en business to consumer, alors même que le B2B est très en retard. Et ce décalage a été particulièrement frappant sur le dossier médical personnel, qui depuis le départ est un village Potemkin, qui n'a jamais décollé, parce que les objectifs n'étaient pas clairs, parce que les pouvoirs publics ont été ambivalents, parce que la gouvernance a été folle et bureaucratique, même si elle s'est améliorée ces dernières années. Ce qu'il faut bien voir, c'est que on était parti sur des idées fausses, sur des schémas irréalistes. L'informatisation de la santé, c'est compliqué. On a pensé à une époque qu'on allait, notamment avec le DMP, faire des économies fantastiques, faire de l'épidémiologie. On a confondu les objectifs. Souvenez-vous du discours de Philippe Douste-Blazy expliquant que le DMP allait faire des milliards d'euros d'économies, alors que tous les experts de l'informatique savent que l'informatisation du système de santé augmentera les dépenses. On a complètement sous-estimé que le B2B2C et le système de santé est forcément B2B2C. Il y a des échanges B2B entre docteurs, et puis il y a des échanges entre les docteurs et les patients, c'est la partie B2C. Le processus d'informatisation santé est forcément très très complexe. Il ne marche parfaitement nulle part. Aux États-Unis, l'informatisation est très difficile. Et beaucoup de médecins, en réalité, ne sont pas encore informatisés aux États-Unis. Le NHSNet en Angleterre, qui était un équivalent un peu plus gros que le DMP français, a très largement échoué. Donc, ce n'est pas simple d'informatiser le système de santé du côté des professionnels de santé. On a cru que c'était simple, on a sorti des objectifs irréalistes, on a eu des décideurs qui n'étaient pas très pragmatiques et qui ne connaissaient pas bien le sujet. On a sous-estimé le fait que les professionnels de santé sont gentiment technophobes, en tout cas ne sont pas des geeks, sont très isolés pour la plupart d'entre eux et vont obligatoirement avoir un processus d'informatisation lent, pas immédiat, et qui suppose pour être réussi qu'on ne se trompe pas d'objectif, ce qu'on avait fait au départ. Jusqu'à maintenant, il faut bien comprendre que l'IT a été assez largement un problème pour les docteurs, et pas une solution pour les docteurs et pour les différents acteurs, pour les différents stakeholders du système de santé. On le sait très bien, l'informatisation permet un meilleur tracking des erreurs médicales. En tant qu'urologue, si je ne lis pas le PSA de mon patient opéré d'un cancer de la prostate et qui fait des métastases 6 mois plus tard, personne ne le saura dans le monde du papier que je n'ai pas lu le document. Si c'est informatisé, la base de données traquera le fait que je n'ai pas ouvert le PSA et je pourrais être attaqué. D'autre part, le contrôle médico-économique des professionnels de santé est beaucoup plus facile à faire avec de l'informatique qu'avec du papier. Je ne dis pas qu'il ne faut pas informatiser les professionnels, je dis simplement que les professionnels ont des tas de bonnes raisons d'être
réticents à être informatisés. Alors, le système de santé, finalement, a été peu concerné par la révolution digitale, et notamment par la révolution du web. Les ordinateurs, jusqu'à présent, n'étaient en réalité pas indispensables pour traiter un patient, mais la révolution de la génomique, la révolution du séquençage pour tous qui arrive maintenant, va bouleverser la donne et va rendre absolument indispensable l'informatisation, et une informatisation poussée du système de santé. Nous sommes à la croisée des chemins, qui est liée à deux choses. Les progrès spectaculaires en biologie moléculaire et notamment génomique, et d'autre part la poursuite de la puissance informatique. Ça, c'est l'évolution des capacités informatiques des plus gros clusters informatiques dans le monde. Les plus gros ordinateurs aujourd'hui ont une capacité de 20 pétaflops, c'est-à-dire réalisent 20 millions de milliards d'opérations à la seconde. En 2020, un pétaflop, c'est-à-dire un ordinateur réalisant 1 million de milliards d'opérations par la seconde, tiendra dans un rack et sera accessible à n'importe quelle clinique, n'importe quel petit hôpital. Nous sommes dans une phase où la puissance informatique a atteint des niveaux tels qu'elle va devenir indispensable dans le processus de soins. Pour séquencer l'ADN humain, il faut une puissance informatique d'1 teraflop. Un teraflop, c'est 1000 milliards d'opérations par seconde. En 1997, c'était une usine avec 10 000 microprocesseurs, vous voyez à gauche, qui étaient nécessaires pour avoir un teraflop. La dernière puce d'Intel, Night Corners, qui est sortie fin 2011, et qui tient dans la main, réalise 1000 milliards d'opérations par seconde. Donc, cette explosion de la puissance informatique, croisée avec le développement exponentiel des capacités de la biologie moléculaire, va effectivement, pour de bon, bouleverser notre rapport à l'informatique, car alors que l'on pouvait soigner des patients sans ordinateur jusqu'à aujourd'hui, à partir de maintenant, nous ne le pourrons plus. Les progrès du séquençage sont spectaculaires. Le premier séquençage, dont a parlé Jean-Michel Billot tout à l'heure, a pris 13 ans, a mobilisé 20 000 chercheurs dans le monde et a coûté 3 milliards de dollars. Cette machine que vous voyez là à gauche et qui est gros comme une photocopieuse, à côté de son inventeur, Rosberg, séquence un génome humain entier en 3 heures pour 1000 $, avec un technicien Bac-3 pour appuyer sur le bouton, ou Bac-2. Un généticien, il y a encore 15 ans, dans une vie de travail, arrivait à séquencer 1000 bases chimiques de l'ADN, dans une vie entière de travail. Ce séquenceur séquence 50 milliards de paires de bases chimiques de l'ADN, chaque heure. Et les nouveaux séquenceurs tiennent sur une clé USB. Vous voyez que la poursuite des progrès en matière de biotechnologie sont tout à fait spectaculaires. Résultat des courses, c'est que, alors que la première personne a été finie de séquencer en 2003, on va bientôt avoir 1 million de personnes séquencées, puis 50 millions, puis 1 milliard, et vous serez tous dans cette salle séquencés d'ici 2020. Le coût s'effondre, hein, on est parti de 3 milliards de dollars, 1,5 million de dollars, 180 000 $, on est en train d'arriver à 1 000 $, comme je vous le disais tout à l'heure. Ça a des conséquences, cette évolution de la génomique, c'est que l'amniosynthèse est en train de disparaître, puisque l'on peut séquencer le fœtus en analysant le sang circulant de la mère sans faire d'amniosynthèse. On est en train de généraliser très vite le séquençage des tumeurs pour personnaliser les traitements en fonction des caractéristiques génétiques des tumeurs. Ce sont des applications médicales qui étaient tout à fait inenvisageables il y a quelques années et qui sont en train de se généraliser en quelques années. Pour la première fois, la médecine ne va plus pouvoir être exercée sans ordinateur, sans IT. Pour la première fois, nous, docteurs, nous n'allons plus pouvoir soigner les patients avec notre bite, notre couteau et Excel. Nous allons avoir besoin d'informatique de puissance pour traiter le déluge de données que la biologie moléculaire et la génomique va nous apporter. Ce n'est pas l'économie qui aura informatisé le système de santé, c'est la génomique et son déluge de données.
Le tsunami génomique est en train de réaliser une vraie tempête digitale. Alors, ça n'est pas dans le grand public, on ne s'en rend pas bien compte, mais ce sont des montagnes de données qui sont en train d'arriver, et la biologie moléculaire, la médecine de demain, dont nous parlait Jean-Michel tout à l'heure, c'est d'abord de l'IT. Le séquençage ADN, c'est 1% de chimie, 99% d'informatique. La médecine de demain, c'est d'abord de l'IT. De l'IT sur la biologie moléculaire, de l'IT sur les algorithmes permettant d'orienter le parcours de soins le plus intelligemment possible. La résistance des professionnels de santé n'est plus tenable. Elle n'est plus jouable dans ce nouveau paradigme de santé dans lequel nous rentrons. Il faut bien voir que le séquençage de l'ADN d'un individu, cela représente 10 téraoctets, 10 000 gigas, 10 000 milliards d'informations par patient. Ce sont des choses qu'on ne peut pas traiter sur Excel, ce sont des choses qu'on ne peut pas traiter sur un fichier papier. Nous rentrons dans l'ère de l'informatisation obligée du système de santé. Bien sûr, mais ça n'est pas le sujet du jour, ce déluge de données va redistribuer le pouvoir médical et va redistribuer les flux monétaires, puisqu'une partie importante du budget du système de santé français va partir en Californie, parce que toutes les bases de données sous-jacentes sont en Californie, et ce qui s'est passé chez Virgin pour la distribution des produits culturels avec la mainmise d'Apple, de Google, d'Amazon et des autres sur les biens culturels, et le transfert d'argent de France vers ces géants-là va se faire de la même façon dans le domaine de la médecine de demain. L'amazonification du système de santé, le transfert d'argent vers les nouvelles puissances qui maîtrisent les algorithmes est déjà en route. D'ailleurs, 23andMe a une filiale qui fait du séquençage ADN dès aujourd'hui. Cette médecine, avec des bases de données très complexes qui imitent l'astrophysique, elle pose bien sûr un problème qui est qui va manager ces centaines de milliards, ces milliers de milliards d'informations pour chaque patient? Qui va manager ça? Il va falloir des ordinateurs, mais il va falloir des systèmes experts. Il va sans doute y avoir de nouvelles formes d'exercice de la médecine avec de nouvelles spécialités médicales. Le point le plus important, si l'on raisonne pour l'Europe, c'est que nous essayons de garder la valeur et le contrôle de ces systèmes-là, non pas de façon défensive, mais de façon proactive. Et il ne faut pas qu'on découvre ces problématiques génomico-informatiques et financières quand ce sera trop tard, comme on a découvert la puissance de Google quand c'était trop tard. Et où on peut faire tous les moulinets que l'on veut, c'est Google qui a gagné, et la valeur ajoutée des médias part en Californie, comme vous le savez. Donc l'explosion des volumes de données, qui va principalement être une explosion des données génomiques, est une problématique majeure pour l'organisation du système de santé. Il y a des enjeux de santé publique, il y a des enjeux économiques, il y a aussi des enjeux de souveraineté par rapport aux acteurs géants qui sont en train d'émerger à la frontière entre le web et la génomique, et qui aujourd'hui sont tous des acteurs nord-américains. Le système de santé va être rebooté. J'en ai la conviction en tant que professionnel de santé et en tant que spécialiste du séquençage ADN. Les professionnels de santé, s'ils ne veulent pas devenir les maréchaux ferrants du début du XXIe siècle, vont devoir d'une façon ou d'une autre outsourcer leur cerveau dans le cloud computing. C'est une révolution majeure, nous devons nous y préparer. Nous n'avons pas été très bons en France sur la première phase d'informatisation du système de santé. Il vaudrait mieux aujourd'hui que nous soyons performants sur la deuxième phase si nous ne voulons pas être marginalisés et si nous ne voulons pas que nos patients demain soient moins bien soignés qu'ils pourraient l'être. Je vous remercie.